Le bruit des moniteurs cardiaques résonnait dans le service de soins intensifs de l'hôpital Saint-Joseph à Marseille. Camille ajusta son masque chirurgical, ses yeux cernés trahissant une énième nuit de garde. 28 ans, 10 ans de sacrifice, et toujours cette sensation d'être transparente aux yeux de sa propre famille. Camille, tu peux rester encore 2 heures? Sophia est malade, demanda l'infirmière en chef. Bien sûr, répondit-elle automatiquement, ignorant la fatigue qui pesait sur ses épaules. Son téléphone vibra. Un message de sa mère, n'oublie pas le dîner ce soir. Lucas a une grande nouvelle. Lucas. Son frère aîné de 32 ans. Le génie incompris de la famille, l'artiste maudit, l'entrepreneur visionnaire, et accessoirement, celui qui n'avait jamais gardé un emploi plus de 3 mois. La maison familiale sentait le rôti de bœuf, le plat préféré de Lucas. Camille poussa la porte, encore en tenue d'hôpital. « Te voilà enfin !» s'exclama Marie, sa mère, en l'embrassant distraitement. Lucas nous attendait pour annoncer sa nouvelle. Dans le salon, son père Philippe débouchait une bouteille de champagne. Lucas, affalé sur le canapé en jogging de marque, scrollait sur son dernier iPhone. « Ah, la petite sœur !» lança-t-il sans lever les yeux. « Toujours à jouer les Florence Nightingale ?» Camille s'assit, pressentant déjà la suite. Combien de fois avait-elle vécu cette scène? « Alors, mon fils, commença Philippe avec fierté, raconte-nous ton projet. » Lucas se redressa théâtralement. « J'ai rencontré des investisseurs. Des vrais visionnaires qui comprennent mon potentiel. On va révolutionner le marché du coaching en ligne. » C'est merveilleux, s'extasia Marie. Combien il te faut pour démarrer? 50 000 €. Mais c'est un investissement sûr. Dans 6 mois, on triple la mise. Camille sentit son estomac se nouer. Elle connaissait la suite par cœur. Et nous avons pensé, continua Philippe en se tournant vers elle, que tu pourrais participer. Après tout, c'est un investissement familial. Je ne peux pas, murmura Camille. Mon salaire couvre à peine mon loyer et mes charges. Le silence tomba comme une chape de plomb. Tu gagnes 3 000 € par mois, rétorqua Lucas. Ne fais pas la radine. 3 000 € dont la moitié part en impôts et charges. J'ai des factures, des dettes d'études. Des excuses, explosa Marie. Ton frère a besoin de toi et tu penses qu'à ton petit confort. Camille se leva, tremblante. Mon petit confort? Je travaille 60 heures par semaine. Je sauve des vies pendant que Lucas. Pendant que Lucas quoi? Son frère s'était levé, menaçant. Vas-y, dis-le. Dis que je suis un raté. Je n'ai jamais dit ça. Tu le penses si fort que ça se voit sur ta figure. Petite sainte Camille, si parfaite, si dévouée. Mais incapable d'aider sa famille. Philippe posa une main sur l'épaule de son fils. Calme-toi, mon grand. Ta sœur va réfléchir. N'est-ce pas, Camille? Elle regarda ses parents, ces gens qui l'avaient élevée mais ne la voyaient jamais vraiment. Dans leurs yeux, elle lut la même chose que depuis toujours. Lucas d'abord, Lucas toujours. Je dois y aller, dit-elle en prenant son sac. Tu fuis, comme toujours, cria sa mère. On ne te demande jamais rien, et la seule fois où ton frère a besoin de toi. Camille s'arrêta sur le pas de la porte. Jamais rien? J'ai payé ses amendes de stationnement l'année dernière. Et ses factures EDF l'hiver d'avant. Et son loyer quand il a été expulsé. Des broutilles, cracha Lucas. Pour une fois qu'il s'agit de quelque chose d'important. Elle sortit sans se retourner, les larmes aux yeux. Dans sa voiture, elle remarqua une enveloppe glissée sous l'essuie-glace. En l'ouvrant, ses mains se mirent à trembler. C'était un relevé bancaire de ses parents. Le compte épargne-retraite, vidé. 80 000 € transférés sur 6 mois vers un compte au nom de Lucas. Au bas du document, une note manuscrite, une amie qui pense que vous devez savoir la vérité. Camille fixa le papier, comprenant soudain pourquoi ses parents insistaient tant. Il n'avait plus rien. Et Lucas? Lucas avait déjà tout pris. Son téléphone sonna. Sa mère. Elle laissa sonner, le regard perdu sur ce relevé qui changeait tout.
Comment avait-elle pu être si aveugle? Une autre notification apparut. Un message de Lucas. T'as intérêt à cracher la thune, petite sœur. Tu ne sais pas à qui j'ai affaire. Les mains de Camille tremblaient maintenant de rage autant que de peur. Pour la première fois de sa vie, elle comprenait qu'elle n'était pas invisible. Elle était leur vache à lait. Et cette fois, elle ne se laisserait plus faire. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le dîner catastrophique. 3 semaines de harcèlement téléphonique, de messages culpabilisants, de visites surprises à l'hôpital. Camille avait changé ses horaires, évité la cafétéria, mais sa famille trouvait toujours un moyen de la traquer. Ce matin-là, elle découvrit Lucas installé dans son salon, une tasse de café à la main. « Comment es-tu entré ?» demanda-t-elle, glaciale. « Maman m'a donné ton double de clé. » Il sourit, satisfait. « Belle vue. Pas étonnant que tu veuilles garder ton fric pour toi. Sors de chez moi. Pas avant qu'on ait parlé affaires. » Il sortit une liasse de papier. Contrat d'investissement. Tu signes, tu verses 30 000 €, et dans 6 mois tu doubles ta mise. Je t'ai dit non. Et moi je te dis que tu n'as pas le choix. Son sourire disparut. J'ai des dettes, Camille. Des vraies. Avec des gens pas commodes. Le téléphone de Camille sonna. L'hôpital. Une urgence au service de réanimation. Je dois y aller. Pars et laisse tes clés. On n'a pas fini. Elle claqua la porte, le laissant seul dans son appartement. Durant le trajet, 20 appels de sa mère. Elle éteignit son téléphone. Tension artérielle en chute libre, cria une infirmière. Camille se précipita vers le lit 7. Un homme d'une 60aine d'années, crise cardiaque massive. Elle reconnut le visage distingué malgré les tubes et les machines. Maître Durand, murmura sa collègue. L'avocat. Il défend les grandes affaires. Pendant 2 heures, Camille se battit. Compression thoracique, médicaments, défibrillateur. Ses mains ne tremblaient pas, son esprit focalisé uniquement sur ce combat contre la mort. On le perd. Non. Camille ajusta le dosage d'adrénaline. Pas aujourd'hui. Un bip régulier. Le cœur repartait. La tension remontait. Les médecins échangèrent des regards admiratifs. Excellent travail, Camille, félicita le docteur Moreau. Vous lui avez sauvé la vie. Le lendemain, maître Antoine Durand était conscient. Ses yeux gris la fixaient avec intensité. On me dit que je vous dois la vie. Je faisais mon travail, répondit Camille en vérifiant ses constantes. Non. Les autres infirmières m'ont raconté. Vous vous êtes acharné quand tout le monde abandonnait. Il toussa légèrement. Je n'oublie jamais mes dettes. Vous ne me devez rien. Permettez-moi d'en juger. Il l'observa attentivement. Vous semblez préoccupé. Des ennuis? Camille hésita. Quelque chose dans le regard de cet homme inspirait confiance. Des histoires de famille. Rien d'important. Les histoires de famille sont souvent les plus compliquées. Il sourit. Je suis avocat depuis 30 ans. J'ai tout vu. Son téléphone vibra. Un message de son propriétaire, votre frère est venu. Il dit que vous déménagez. Il a pris vos affaires. Camille blêmit. Mademoiselle? Mon frère, il a vidé mon appartement. Antoine Durand se redressa malgré la douleur. Appelez la police. C'est ma famille. Mes parents le soutiennent. Ils disent que je leur dois. Asseyez-vous. Racontez-moi tout. 1 heure plus tard, Camille avait tout déballé. Les faveurs, l'argent disparu, le harcèlement, les menaces voilées. Et ce matin? Demanda Antoine en prenant des notes sur son téléphone. Elle sortit l'enveloppe de sa poche. La convocation officielle était arrivée à l'hôpital. Ses mains tremblaient. Demande de mise sous tutelle pour incapacité mentale, lut Antoine, son visage s'assombrissant. Syndrome de fatigue chronique affectant le jugement. Signé par le docteur Mathieu Rossi. Je ne connais aucun docteur Rossi. Je n'ai jamais consulté. C'est un faux. Antoine pianota sur son téléphone.
Aucun docteur Rossi inscrit à l'ordre des médecins. Votre frère a des amis créatifs. Qu'est-ce que je peux faire? D'abord, récupérez vos affaires. Ensuite, me laissez vous représenter. Pro bono. Je ne peux pas l'accepter. Vous m'avez sauvé la vie. Laissez-moi sauver la vôtre. Il appela son assistant. Marc? Prépare-moi le dossier chevalier contre chevalier. Oui, tutelle abusive. Et trouve-moi tout sur un certain docteur Mathieu Rossi. Il raccrocha et se tourna vers Camille. Votre famille a fait une erreur. Une grosse erreur. Laquelle? Ils ont cru que vous étiez seul. Son sourire était celui d'un prédateur. Mais maintenant, vous avez le meilleur avocat de Marseille dans votre camp. Le téléphone de Camille sonna. Sa mère. Cette fois, elle décrocha. Camille. Enfin. Lucas nous a tout raconté. Comment oses-tu l'humilier ainsi? Nous t'avons convoqué au tribunal pour ton bien. Pour mon bien? Tu es malade, ma chérie. Cette fatigue, ce stress. Tu n'es plus capable de prendre de bonnes décisions. Le docteur Rossi l'a confirmé. Je n'ai jamais vu ce médecin. Les dénis sont un symptôme. Ne t'inquiète pas, une fois sous tutelle, Lucas gérera ton argent et tu pourras te reposer. Camille regarda Antoine qui enregistrait discrètement. Et si je refuse? Tu ne peux pas refuser. C'est pour ton bien. Lucas a déjà trouvé des investisseurs grâce à ta garantie. Tu ne voudrais pas qu'il ait des problèmes, n'est-ce pas? Ces gens ne plaisantent pas. La ligne coupa. Camille tremblait de rage. Magnifique, murmura Antoine. Menace, faux témoignage médical, extorsion. Votre mère vient de nous offrir la victoire sur un plateau. Mais Lucas, ces gens dont elle parle, font partie du problème de votre frère, pas du vôtre. Il prit sa main. Faites-moi confiance. Dans 2 semaines, au tribunal, ce sont eux qui trembleront. Un dernier message apparut sur son téléphone. Une photo de son appartement vidé, avec un mot de Lucas, c'est ça ou pire. À toi de voir. Camille regarda la photo, puis Antoine. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait plus seule. La guerre était déclarée. Le bureau d'Antoine Durand respirait le pouvoir discret. Bibliothèque en acajou, diplôme prestigieux, photos avec des personnalités. Camille se sentait minuscule dans le fauteuil de cuir. Détendez-vous, dit Antoine en versant du thé. Nous allons démonter leur stratégie pièce par pièce. La porte s'ouvrit. Une jeune femme blonde entra, essoufflée. Camille. Enfin. Sarah? Camille se leva, stupéfaite. Qu'est-ce que tu fais ici? Sarah Mercier, sa meilleure amie depuis l'école d'infirmière, maintenant assistante sociale, posa un dossier épais sur le bureau. J'ai quelque chose d'important. Mais d'abord. Elle prit les mains de Camille. Je suis désolée. J'aurais dû te le dire plus tôt. Me dire quoi? Sarah ouvrit le dossier. Des photos, des documents, des relevés bancaires s'étalèrent. Je surveille Lucas depuis 2 ans. Depuis qu'il a commencé à traîner avec Dimitri Volkov. Antoine se raidit. Volkov? Le bookmaker? Entre autres activités. Sarah sortit son téléphone. Camille, ton frère doit 80 000 € à des gens très dangereux. Les 50 000 qu'il demandait? C'est juste le premier versement. Camille s'effondra dans le fauteuil. Mes parents sont au courant? C'est pire. Sarah lança un enregistrement audio. La voix de Lucas, claire et arrogante. Mes vieux sont des pigeons. Ils ont déjà craché leur retraite. Maintenant, c'est le tour de Camille. Si elle résiste, on la fait passer pour folle. J'ai un pote qui peut faire un faux certificat médical. Une autre voix, grave, et si ça marche pas? Ça marchera. Ma mère fera n'importe quoi pour moi. Elle persuadera le juge. Et une fois Camille sous tutelle, j'ai accès à tout. Son compte épargne, son assurance vie. Au moins 200 000 €. T'as intérêt. Volkov s'impatiente.
Le silence tomba. Camille avait la nausée. Il y a pire, continua Sarah. J'ai découvert qu'il a fait la même chose à son ex. Elle tendit une photo. Une jeune femme brune, souriante. Léa Moreau. Infirmière aussi. Il l'a séduite, manipulée, endettée. Ses parents l'ont fait placer sous tutelle après qu'elle ait développé une vraie dépression. Lucas a vidé ses comptes. Où est-elle maintenant? Canada. Elle a fui dès qu'elle a récupéré sa liberté. J'ai son contact. Elle accepte de témoigner par vidéo. Antoine prenait des notes frénétiquement. C'est de l'or. Avec ça, on les pulvérise. Son assistant entra. Maître, j'ai les informations sur le docteur Rossi. Alors? Radié de l'ordre en 2018 pour faux certificat. Ami d'enfance de Lucas Chevalier. Actuellement vendeur de voitures. Parfait. Antoine se tourna vers Camille. Votre famille s'est mise dans un sacré pétrin. Le téléphone de Camille vibra. Un message de sa mère avec une photo. Lucas, le visage tuméfié. Regarde ce que tu as fait. Ils l'ont frappé. C'est ta faute. Puis un audio de Lucas, en larmes. Camille, ils vont me tuer. J'ai promis ton argent. Si tu ne paies pas. Sarah prit le téléphone. C'est du cinéma. Regarde. Elle zooma sur la photo. Ce bleu date d'au moins une semaine. J'ai vu Lucas hier, il allait parfaitement bien. Comment tu peux en être sûr? Sarah rougit légèrement. Je le suis depuis des semaines. Pour te protéger. J'ai des photos datées. Elle montra son téléphone. Lucas, la veille, riant dans un bar avec des amis. Aucune trace de coup. Il me manipule, murmura Camille. Mes propres parents. Ils sont manipulés eux aussi, corrigea Antoine. Votre frère est un maître en la matière. Mais il a commis une erreur fatale. Laquelle? Il a laissé des traces. Beaucoup de traces. Il sourit. Sarah, ces enregistrements sont légaux? Conversation dans des lieux publics. Parfaitement recevable. Excellent. Maintenant, parlons stratégie. Le procès est dans 10 jours. Voici ce qu'on va faire. Le soir, Camille retrouva son appartement vidé. Matelas par terre, quelques vêtements dans un sac. Lucas avait tout pris. Même ses souvenirs. Elle s'assit sur le sol, épuisée. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Mademoiselle Chevalier? Une voix masculine, accent slave. Je crois que nous avons un ami commun. Son sang se glaça. Qui êtes-vous? Peu importe. Votre frère nous doit beaucoup d'argent. Il dit que vous allez payer. C'est son problème, pas le mien. Erreur. Famille est famille. Vous avez une semaine. Après. Il ricana. Dommage pour une si jolie infirmière. La ligne coupa. Camille tremblait. Elle composa le numéro d'Antoine. Ils m'ont menacé. Directement. Enregistré? Non, j'étais sous le choc. Pas grave. C'est même bien. Ils paniquent. Ça veut dire qu'ils savent que leur plan foire. Vous avez un endroit sur où dormir? Venez chez moi. J'ai une chambre d'amis. Ma femme est infirmière aussi, vous vous entendrez bien. Je ne peux pas. Camille. Sa voix était douce mais ferme. Vous m'avez sauvé la vie. Laissez-moi protéger la vôtre. Dans 10 jours, tout sera fini. Elle regarda son appartement vide, pensa aux menaces, à sa famille qui l'avait trahi. Pour la première fois de sa vie, elle accepta l'aide. D'accord. Merci. En ramassant ses quelques affaires, elle trouva une photo glissée sous la porte. Elle et Lucas, enfant, souriant. Derrière, l'écriture de sa mère, « Souviens-toi quand vous vous aimiez ». Camille fixa la photo. Oui, elle se souvenait. Elle se souvenait du grand frère qui la protégeait. Avant qu'il ne devienne son pire cauchemar. Elle déchira la photo et partit sans se retourner. Dans 10 jours,
les masques tomberaient définitivement. Le palais de justice de Marseille se dressait sous un soleil de plomb. Camille ajusta sa veste bleu marine, les mains moites. Dans le hall, une foule l'attendait. Camille. Sa tante Josiane l'apostropha. Comment oses-tu traîner ta famille devant les tribunaux? Derrière elle, oncle, cousin, voisin. Tous venus soutenir ses parents. Tous la regardaient comme une criminelle. Antoine posa une main rassurante sur son épaule. Ignorez-les. Regardez plutôt là-bas. Dans un coin, ses collègues infirmières. Docteur Moreau. Même des patients qu'elle avait soignés. Madame Dubois, sauvée d'un AVC, lui fit un signe encourageant. Vous n'êtes pas seule, murmura Sarah à ses côtés. La salle d'audience était bondée. Ses parents, au premier rang, évitaient son regard. Lucas, costume neuf, jouait les victimes. Leur avocat, maître Reynaud, un homme bedonnant, feuilletait ses notes avec assurance. Mesdames et messieurs, commença le juge Berthelot, une femme sévère à lunettes. Nous sommes réunis pour examiner la demande de mise sous tutelle de mademoiselle Camille Chevalier. Reynaud se leva. Votre honneur, nous démontrerons que mademoiselle Chevalier souffre d'un syndrome de fatigue chronique sévère affectant son jugement. Le docteur Rossi. Objection. Antoine bondit. Le prétendu docteur Rossi a été radié de l'ordre des médecins en 2018. C'est un mensonge, cria Lucas. Silence. Le juge fronça les sourcils. Maître Durand, vos preuves? Antoine projeta les documents sur l'écran. Certificat de radiation. Photos actuelles de Rossi dans sa concession automobile. Reynaud pâlit. Nous l'ignorions. Mais nous avons d'autres témoignages. Un homme en blouse blanche s'avança. Docteur Pascal Lefebvre, psychiatre. J'ai examiné mademoiselle Chevalier. Camille sursauta. Elle ne l'avait jamais vue. Quand l'avez-vous examinée? Demanda Antoine. Le 15 mars. Intéressant. Antoine sourit. Camille, où étiez-vous le 15 mars? En formation continue à Lyon. 3 jours. J'ai les attestations. Sarah brandit les documents. Billet de train. Facture d'hôtel. Certificat de présence. Le faux psychiatre bredouilla. Je me suis peut-être trompé de date. Ou de patiente? Antoine projeta une photo. Reconnaissez-vous cet homme? Non. C'est Lucas Chevalier. Votre ami Facebook depuis 2019. Étrange amitié pour un psychiatre. La salle bruissa. Le juge prenait des notes frénétiquement. J'ai fini. Lucas se leva brutalement. Oui, j'ai demandé à des amis de m'aider. Mais regardez-la. Elle travaille 60 heures par semaine. Elle est épuisée. Elle ne sait plus ce qu'elle fait. Vraiment? Antoine resta calme. Camille, combien de vies avez-vous sauvées ce mois-ci? 4 en réanimation. Dont Madame Chen, là-bas. Elle désigna une femme âgée dans le public. Madame Chen se leva. Cette jeune femme m'a ramenée à la vie. Sans elle, mes petits-enfants seraient orphelins. D'autres témoignages suivirent. Patients, collègues, tous décrivaient une professionnelle exemplaire. Mensonge. Marie Chevalier craqua. Ils ne connaissent pas la vraie Camille. Égoïste. Radine. Son frère a besoin d'elle et elle refuse. Madame Chevalier, intervint le juge. Votre fille a-t-elle des obligations légales envers son frère? C'est la famille. On s'entraide. Parlons d'entraide. Antoine projeta les relevés bancaires. 80 000 €. Votre épargne retraite. Tout donné à Lucas en 6 mois. Philippe Chevalier baissa la tête. Et ça? Sarah lança l'enregistrement. La voix de Lucas emplit la salle. Mes vieux sont des pigeons. Une fois Camille sous tutelle, j'ai accès à tout. Le silence était assourdissant. Marie regardait son fils, horrifiée. C'est trafiqué, bégaya Lucas. Vraiment? Antoine fit signe à quelqu'un. Une jeune femme brune apparut sur l'écran.
Bonjour, je suis Léa Moreau, j'appelle du Canada. Le témoignage de Léa fut dévastateur. La même histoire. Les mêmes méthodes. La tutelle. L'argent volé. La fuite. Lucas tentait de sortir mais 2 policiers l'en empêchaient. Le juge avait ordonné la fermeture des portes. Une dernière chose. Antoine se tourna vers les parents. Madame Chevalier, reconnaissez-vous votre voix? Il lança l'enregistrement du coup de téléphone. Les menaces voilées. L'admission que Lucas avait des dettes. Que Camille n'avait pas le choix. Marie s'effondra en larmes. Je voulais juste protéger mon fils. En détruisant votre fille? La voix du juge était glaciale. J'ai assez entendu. Camille ferma les yeux. 10 minutes qui avaient duré une éternité. Mademoiselle Chevalier, le juge la regarda avec compassion. Non seulement je rejette cette demande absurde, mais j'ordonne l'ouverture d'une enquête criminelle. Elle fixa Lucas. Monsieur Chevalier, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'escroquerie, faux et usage de faux, et extorsion de fonds. Non. Lucas se débattit. Camille. Dis-leur. Tu ne peux pas faire ça. Les Volkov vont me tuer. Emmenez-le. Tandis que les policiers l'embarquaient, Camille croisa le regard de ses parents. Perdu. Brisé. Vieilli de 10 ans en 10 minutes. Dans le couloir, elle sentit une présence derrière elle. Dimitri Volkov et 2 hommes. Son sang se glaça. Mademoiselle. Il sourit. Votre frère nous doit toujours de l'argent. C'est votre problème maintenant. Peut-être. Ou peut-être pas. Antoine et 3 policiers apparurent. Un problème, messieurs? Volkov recula. Non. Pas de problème. Pour l'instant. Ils partirent. Camille tremblait. Justice était faite, mais à quel prix? Lucas se débattait entre les policiers, le visage déformé par la rage. La salle d'audience était en ébullition. Soudain, il explosa. Vous ne comprenez rien, hurla-t-il en fixant Camille. Tout est ta faute. Depuis toujours. La petite parfaite. L'infirmière dévouée. Tu m'as volé ma vie. Le juge frappa son marteau. Monsieur Chevalier, taisez-vous. Non. Qu'elle sache. Lucas se tourna vers ses parents. Vous voulez la vérité? La voici. Oui, j'ai monté tout ça. Oui, j'ai menti. Mais vous étiez tellement facile à manipuler. Marie porta la main à sa bouche, horrifiée. Maman chérie, ricana Lucas. Si prompte à croire que sa petite Camille était folle. Il a suffi que je pleure un peu, que je parle de suicide. Lucas, arrête, supplia Philippe. Arrêter? Comme j'ai arrêté mes études? Ah oui, autre mensonge. Je n'ai jamais été viré. J'ai abandonné. Trop de travail. Mais c'était plus facile de dire que c'était la faute des profs, non? Antoine fit signe aux policiers d'attendre. Chaque mot était enregistré. Et Léa, cracha Lucas en direction de l'écran. Cette idiote m'a cru quand j'ai dit que j'avais un cancer. 6 mois de comédie. Ses parents étaient encore plus stupides que les miens. Dans le public, les murmures s'intensifiaient. La tante Josiane regardait son neveu comme si elle le voyait pour la première fois. Mais Camille? Lucas eut un sourire mauvais. Elle ne m'a jamais cru. Toujours à fouiner, à poser des questions. Alors j'ai attendu. J'ai préparé mon coup. Volkov et ses hommes, c'était parfait. Une vraie menace pour vous forcer la main. Vous avez contracté des dettes volontairement? Demanda le juge, stupéfaite. 80 000 euros de dettes pour en récupérer 200 000? Bon investissement, non? L'assurance vie de Camille, son épargne. Tout devait être à moi. Sarah se leva. Votre honneur, j'ai quelque chose à ajouter. Elle brandit une tablette. J'ai découvert 3 autres victimes. Toutes infirmières. Toutes avec des parents manipulables. Même schéma. Julie Perrin en 2019.
Morte d'une overdose après avoir perdu tout son argent. Un cri étouffé parcourut la salle. Overdose? Lucas haussa les épaules. Pas ma faute si elle était fragile. C'était le coup de grâce. Même Renaud, son propre avocat, reculait avec dégoût. Monstre, murmura Marie. Mon fils est un monstre. Elle se tourna vers Camille, le visage ravagé. Pardon. Mon Dieu, pardon. Que avons-nous fait? Philippe s'effondra sur son siège. Nous t'avons cru folle. Notre propre fille. Nous avons choisi de croire, ça. Ça? Lucas éclata de rire. Je suis votre fils. Votre petit prince. Vous m'avez créé. Toujours à me dire que j'étais spécial, que le monde ne me comprenait pas. Le juge en avait assez. Emmenez-le. Mais Lucas n'avait pas fini. Camille. Tu crois avoir gagné? Volkov ne lâchera pas. Tu vas payer pour moi. Tu entends? Tu vas payer. Les portes se refermèrent sur ces cris. Le silence retomba, pesant. Un homme en costume sombre se leva dans le public. Votre honneur, je suis l'inspecteur Martel. Nous enquêtons sur Dimitri Volkov depuis 2 ans. Les aveux de Monsieur Chevalier sont une aubaine. Il se tourna vers Camille. Vous êtes sous protection policière dès maintenant. Volkov est recherché pour racket et violence. Il ne vous approchera pas. Marie s'approcha de Camille, hésitante. Ma chérie. Camille recula. Non. Pas maintenant. Peut-être jamais. Nous ne savions pas. Vous ne vouliez pas savoir. La voix de Camille était calme mais ferme. Pendant 28 ans, j'ai espéré que vous me verriez. Vraiment. Mais il y avait toujours Lucas. Elle sortit une enveloppe de son sac. Mes bulletins scolaires. Mes diplômes. Mes lettres. Tout ce que vous n'avez jamais regardé. Gardez-les. Souvenez-vous de la fille que vous aviez. Antoine l'escorta vers la sortie. Les collègues de Camille l'applaudirent. Madame Chen lui prit les mains. Vous êtes libre maintenant, murmura la vieille dame. Dans le couloir, un dernier rebondissement. Le vrai docteur Rossi, menotté, était emmené par la police. À côté, le faux psychiatre et 3 autres complices. Réseau de faux certificats médicaux, expliqua l'inspecteur. Votre affaire nous a permis de tous les coincer. 50 victimes potentielles sauvées. Camille regardait ses parents à travers la vitre. Vieilli. Brisé. Seul. Des regrets, demanda Antoine. Non. De la pitié, peut-être. Ils ont perdu leurs 2 enfants aujourd'hui. L'un en prison, l'autre parti pour toujours. Sarah l'a pris dans ses bras. Tu as été incroyable. J'ai eu peur. Tellement peur. Mais tu as tenu bon. C'est fini maintenant. Un dernier regard vers la salle. Les journalistes prenaient des photos. L'affaire ferait la une. La fille invisible, qui avait vaincu sa famille toxique. Dehors, le soleil brillait toujours. Camille respira profondément. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait légère. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu, bravo pour aujourd'hui. Vous avez le courage de votre grand-mère. Elle serait fière. Qui connaissait sa grand-mère? Un mystère de plus. Mais pour l'instant, Camille voulait juste savourer sa liberté retrouvée. La vérité avait éclaté. Et avec elle, les chaînes qui la retenaient depuis si longtemps. Les flashs des photographes crépitaient devant le palais de justice. Camille se protégeait les yeux, escortée par Antoine et 2 policiers. Les journalistes hurlaient des questions. Mademoiselle Chevalier. Que ressentez-vous? Allez-vous pardonner à vos parents? Saviez-vous pour les autres victimes? Une voiture de police l'attendait. À l'intérieur, le silence était assourdissant. Sarah lui tenait la main. Où va-t-on? Demanda Camille. Commissariat central, répondit l'inspecteur Martel. Déposition complète. Et il y a quelqu'un qui veut vous voir. Au commissariat, dans une salle sécurisée,
Une femme élégante d'une 60aine d'années attendait. Cheveux gris argentés, tailleur impeccable, regard perçant. « Camille, dit-elle en se levant. Je suis maître Isabelle Fournier, notaire de votre grand-mère. Ma grand-mère est morte il y a 10 ans. Je sais. J'avais des instructions strictes. Cette lettre ne devait vous être remise qu'en cas de conflit familial grave. » Elle tendit une enveloppe jaunie. « Lisez. » Les mains tremblantes, Camille ouvrit la lettre. L'écriture élégante de sa grand-mère Rose. « Ma chère petite Camille. Si tu lis ces mots, c'est que l'histoire s'est répétée. Ton père était comme Lucas. Manipulateur, menteur, cruel. J'ai tout donné pour le sauver. Tout perdu. Il m'a détruite comme Lucas tentait de te détruire. Mais toi, tu es forte. Tu as mon sang, mon courage. Celui que j'ai trouvé trop tard. J'ai menti à tous. Je n'étais pas pauvre. J'ai caché ma fortune pour la protéger de ton père. 800 000 € t'attendent. Une maison aussi, en Provence. Loin d'eux. Ne laisse jamais personne éteindre ta lumière. Tu vaux tellement plus que tu ne le crois. Pardonne-moi de ne pas avoir pu te protéger plus tôt. Grand-mère Rose. Camille relut 3 fois, les larmes coulant sur ses joues. Tout prenait sens. Les absences de son père dans son enfance. Les regards tristes de Rose. Les non-dits. 800 000 € et une propriété de 3 hectares près d'Aix-en-Provence. Votre grand-mère était une femme d'affaires brillante. Elle a tout caché pour vous protéger. Mais mes parents ne savent rien. Ne sauront rien. Sauf si vous décidez autrement. La porte s'ouvrit brutalement. Un policier, essoufflé. Problème. Les parents de mademoiselle. Dans le hall, le chaos. Marie Chevalier, effondrée au sol. Philippe tentant de la ranimer. Une ambulance arrivait. Crise cardiaque, diagnostiqua l'urgentiste. Stress intense. Camille s'agenouilla près de sa mère. Malgré tout, malgré la trahison, voir cette femme brisée lui serrait le cœur. Camille. Marie saisit sa main. Pardon. Nous avons tout perdu. La maison. Saisie. Les dettes de Lucas. Philippe pleurait silencieusement. Nous sommes ruinés. Et seuls. Nous avons détruit notre famille. L'ambulance emmena Marie. Philippe resta, perdu. Que vas-tu faire? Demanda Sarah à Camille. Elle regarda la lettre de sa grand-mère. L'héritage qui pourrait les sauver. Puis son père, vieilli de 20 ans en une journée. Je ne sais pas, murmura-t-elle. Le soir tombait. Dans sa chambre temporaire chez Antoine, Camille fixait le plafond. Son téléphone sonnait sans arrêt. Collègues, amis, inconnus. L'affaire était devenue virale. Un message de ses parents, maman hospitalisée. État stable. Nous comprenons si tu ne viens pas. Nous t'aimons. Pardon. Elle pensa à Lucas, en cellule. Aux victimes. À Julie Perrin, morte à 26 ans. À ses parents, manipulés mais complices. Antoine frappa. Le dîner est prêt. Ma femme a fait votre plat préféré. Sarah lui a dit. Comment savez-vous toujours quoi dire? 30 ans de procès de famille. J'ai tout vu. Mais votre histoire? Il secoua la tête. Votre force m'impressionne. Je ne me sens pas forte. La force, ce n'est pas l'absence de doute. C'est agir malgré le doute. Vous avez sauvé 50 personnes aujourd'hui. N'oubliez jamais ça. Au journal télévisé, l'affaire faisait l'ouverture. Photo de Lucas menotté. Témoignage des victimes. Un expert parlait de manipulation familiale. Éteint, demanda Camille. Dans le silence, elle prit sa décision. Demain, elle irait voir sa mère. Pas pour pardonner. Pas encore. Mais pour ne pas devenir comme Lucas. Froide. Cruelle. Inhumaine. Un dernier message arriva. L'inspecteur Martel, Volkov arrêté. Vous êtes en sécurité. Pour la première fois depuis des semaines,
Camille dormit sans cauchemar. Demain serait un autre jour. Un jour pour reconstruire. Ou au moins essayer. L'effondrement était complet. De ses illusions familiales. De l'empire de mensonges de Lucas. Des certitudes de ses parents. Mais des ruines, parfois, naissent les plus belles reconstructions. Sa grand-mère l'avait su. Maintenant, c'était son tour. 6 mois plus tard, le soleil inondait la terrasse de la Bastide provençale. Camille sirotait son café, contemplant les lavandes qui s'étendaient à perte de vue. La maison de sa grand-mère était devenue son sanctuaire. Directrice Chevalier? L'infirmière la tira de ses pensées. Votre rendez-vous de 10 heures est arrivé. Directrice des soins du nouvel hôpital d'Aix-en-Provence. Une promotion méritée, loin des fantômes de Marseille. Dans son bureau lumineux, Antoine l'attendait. Plus qu'un avocat maintenant. Les épreuves partagées avaient tissé des liens plus profonds. « Comment vas-tu » demanda-t-il, cette intimité nouvelle dans la voix. « Mieux. Chaque jour un peu mieux. » Il lui tendit une enveloppe. « De tes parents. Par mon intermédiaire. Ils respectent ta distance. » Camille l'ouvrit. Une photo d'eux devant un petit appartement. Ils avaient vieilli mais semblaient apaisés. Nous suivons une thérapie. Nous apprenons à voir nos erreurs. Lucas aussi, en prison. Il commence à comprendre. Nous ne demandons rien. Nous voulions juste que tu saches, nous changeons. Nous t'aimons. Vraiment cette fois. Qu'est-ce que tu comptes faire? Sarah m'a dit qu'elle finance leur thérapie. Anonymement. Avec mon accord. Camille sourit tristement. Je ne suis pas prête à les revoir. Peut-être jamais. Mais je ne veux pas les voir mourir de misère. Tu as bon cœur. J'ai le cœur de ma grand-mère. Prudent mais pas cruel. Antoine prit sa main. J'ai une confession. Ces 6 mois. Te voir reconstruire ta vie, créer cette fondation, aider les autres. Antoine. Laisse-moi finir. Je suis tombé amoureux. De ta force. De ta douceur malgré tout. De ton courage. Camille entrelaça leurs doigts. Moi aussi. Mais j'avais besoin de temps. De me retrouver d'abord. Et maintenant? Maintenant, je suis prête. Un coup à la porte les interrompit. Sarah entra, rayonnante. Désolée de déranger les tourtereaux. Camille, tu dois voir ça. Elle alluma la télévision. Un reportage sur la Fondation Rose, créée par Camille avec son héritage. 6 mois après sa création, la Fondation a déjà aidé 200 victimes de manipulation familiale. Soutien psychologique, aide juridique, hébergement d'urgence. Une jeune femme témoignait, sans la Fondation, je serais encore sous l'emprise de ma famille. Camille Chevalier m'a sauvé la vie. Tu vois, dit Sarah. Tu transformes ta douleur en espoir pour les autres. Le téléphone sonna. Un numéro masqué. Camille hésita, puis décrocha. Petite sœur. Lucas. La voix était différente. Moins arrogante. Presque humaine? Comment as-tu eu ce numéro? Maman. Ne raccroche pas. S'il te plaît. Camille fit signe aux autres de rester. J'ai 2 minutes. Je suis en thérapie. Vraie thérapie. Pas pour réduire ma peine. Pour comprendre. Sa voix se brisa. J'ai détruit des vies. Julie est morte par ma faute. Je suis un monstre. Pourquoi m'appeler? Pour te dire que tu avais raison. Surtout. Et que, je suis désolée. Vraiment. Je ne demande pas ton pardon. Je ne le mérite pas. Je voulais juste, que tu saches. Lucas. J'ai écrit aux autres victimes. Pour m'excuser. Certaines ont répondu. Elles m'aident à comprendre le mal que j'ai fait. Il respira profondément. Je vais passer 10 ans en prison. Quand je sortirai, je serai différent. Je te le promets. Je ne peux pas te pardonner. Pas maintenant. Je sais. Mais peut-être qu'un jour. Peut-être qu'on pourra juste
exister dans le même monde sans se détruire. La ligne coupa. Camille resta silencieuse, les larmes aux yeux. Il changeait, murmura-t-elle. Pour la première fois, j'ai entendu mon frère. Le vrai. Le soir tombait sur la Provence. Dans le jardin de la Bastide, une centaine de personnes célébraient l'inauguration du nouveau centre d'accueil de la Fondation. Camille monta sur la petite estrade. Dans la foule, elle aperçut ses parents, au fond, discrets. Elle hocha la tête. Pas de réconciliation, mais une reconnaissance. Ils étaient venus. C'était un début. Il y a 6 mois, j'étais invisible. Écrasé sous le poids d'une famille toxique. Aujourd'hui, je dirige une fondation qui sauve des vies. Applaudissements nourris. Ma grand-mère disait, ne laisse jamais personne éteindre ta lumière. Aujourd'hui, nous allumons des lumières. Des centaines. Des milliers bientôt. Elle leva son verre. À tous ceux qui se battent. À ceux qui survivent. À ceux qui renaissent. Vous n'êtes pas seul. Antoine la rejoignit sur scène, glissa sa main dans la sienne. Dans le public, Sarah essuyait une larme. Les parents de Camille se tenaient la main, ombre fragile mais présente. Tu as réussi, murmura Antoine. Non. Nous avons réussi. Tous ensemble. Le soleil couchant embrasait le ciel provençal. Camille ferma les yeux, sentant enfin l'appel envahir. Elle n'était plus la fille invisible. Elle était Camille Chevalier, survivante, directrice, fondatrice, amoureuse. Libre. Sa grand-mère avait raison. Sa lumière brillait maintenant. Et elle brillerait pour tous ceux qui en avaient besoin. La renaissance était complète.